Nous voulons que tout le monde voit que la Turquie n'est plus un pays dont la patience, la détermination, les moyens et le courage peuvent être mis à l'épreuve. Ce sont les premières images de l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. La Turquie a envoyé le 10 août un navire d'exploration sismique accompagné de navires de guerre. Ces dernières années, on a entendu régulièrement parler de la Turquie dans l'actualité. La Turquie intervenant militairement en Syrie, la Turquie revendiquant des eaux territoriales européennes, la Turquie soutenant des groupes armés en Libye, la France, l'Italie et la Grèce menant des exercices militaires en Méditerranée. Tous ces événements sont la conséquence d'un changement géopolitique qui a débuté avec l'arrivée de Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie. Avant de commencer, un peu d'histoire. À l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est en partie occupé par les vainqueurs. S'ensuit une guerre contre les puissances occupantes, menée par Mustafa Kemal Atatürk. Celui-ci proclame la nouvelle République de Turquie en 1923. L'Empire ottoman est définitivement dissous. La monarchie et le califat sont abolis. L'Empire ottoman multiculturel, comme la majorité des empires, laisse la place à un État-nation turc sur le modèle européen. Un État laïque, centralisé, centré autour d'une culture et d'une identité nationale turque. Atatürk veut une occidentalisation de la Turquie. C'est pourquoi l'alphabet arabe est abandonné au profit de l'alphabet latin, et une sécularisation radicale de la société est entreprise. Afin d'assurer l'unité culturelle du pays, les minorités ethniques sont contraintes de s'assimiler ou quitter le pays. Atatürk va laisser un héritage politique qui va perdurer tout au long du XXe siècle. Celui d'un État-nation centré sur lui-même, à l'écart des conflits d'Europe et du Moyen-Orient. La ligne politique préconisée par Mustafa Kemal Atatürk est connue à ce jour sous le nom de kémalisme. Erdogan est un homme politique originaire d'Istanbul. Il a principalement fait sa carrière politique dans les milieux conservateurs islamiques. Le 21 avril 1998, Erdogan est condamné à une peine de 10 mois de prison pour avoir, lors d'un meeting, repris une citation du poète nationaliste Ziya Gökalp, qualifiée d'incitation à la haine. Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées ne seront nos casernes, et les croyants nos soldats. Suite à son séjour en prison, il change d'approche, et se prononce en faveur d'un État laïque et renonce à affronter ouvertement l'armée, institution gardienne de l'héritage kémaliste. En 2001, il fonde son parti, l'AKP, qui rassemble divers courants et forces conservatrices. L'AKP se veut un parti conservateur moderne, qui a abandonné ses ambitions de mettre fin à la séparation entre l'Église et l'État, ainsi que ses velléités d'appliquer la charia. Le parti est centré autour d'une bourgeoisie conservatrice modérée. En 2003, Erdogan devient Premier ministre, mais le Erdogan des années 2000 est quelqu'un de sensiblement différent de celui de 2020. Son gouvernement est centré autour de personnes comme Abdullah Gül, représentatif d'une bourgeoisie islamique moderne. Gül vient d'une famille conservatrice. Il a étudié l'économie en Angleterre, puis entre autres a travaillé dans une banque en Arabie Saoudite pendant 8 ans. Il parle couramment l'anglais et l'arabe. Les gens comme Gül qui entourent Erdogan sont représentatifs d'une nouvelle classe de politiciens qui veulent élever la Turquie politiquement et économiquement sur la scène internationale, sur la scène européenne bien entendu, mais également au Moyen-Orient. Cette nouvelle orientation rompt avec le kémalisme d'une Turquie centrée sur elle-même. Cette rupture avec le kémalisme s'étend également au niveau sociétal. Là où le kémalisme est strictement centré sur l'identité nationale turque, Erdogan se montra plus ouvert envers les minorités ethniques, religieuses et même sexuelles. Erdogan a été le premier dirigeant turc à autoriser l'enseignement de la langue kurde dans les écoles, ainsi qu'autoriser des chaînes de radio et de télévision dans cette langue. Étonnamment, il était également le premier à autoriser une gay pride. En s'éloignant du kémalisme, il avait renoué avec les traditions ottomanes de tolérance vis-à-vis des différentes identités au sein de l'Empire. D'un autre côté, un relâchement du gouvernement sur la laïcité a vu une montée en force du sentiment islamique. Par exemple, le nombre de femmes portant le voile islamique a considérablement augmenté au cours des années 2000, bien que le niveau d'instruction et le salaire des femmes aient également augmenté durant cette période. À ses débuts, l'AKP a pu prétendre avoir su concilier la modernité avec la tradition islamique. Économiquement, l'AKP s'est lancée dans une politique de subvention et de baisse d'impôts, afin de favoriser les entreprises d'exportation vers l'Europe, concentrées autour de l'industrie textile et de l'électroménager. Sans oublier une promotion agressive de la Turquie comme destination touristique. L'idée n'est plus de subvenir aux besoins d'un marché intérieur, mais également de conquérir des marchés extérieurs. Dans la continuité de sa politique, lorsqu'il était maire d'Istanbul, Erdogan va également entreprendre des projets d'infrastructure, comme un nouveau pont sur le Bosphore,
une extension du métro, ainsi que des subventions à la construction de centres commerciaux, vus comme le symbole d'une réussite économique. Les contrats de construction sont bien entendu octroyés aux hommes d'affaires proches du pouvoir, la bourgeoisie conservatrice se voyant récompensée de son soutien. En contraste avec la situation actuelle, le gouvernement Erdogan avait tenté un réchauffement des relations avec l'Arménie, en finançant la restauration de la cathédrale arménienne d'Akhtamar en 2005 et en invitant des dignitaires arméniens à sa réouverture. Mais l'opposition de l'armée mit fin à cette politique. Le rapprochement avec les pays du Moyen-Orient a commencé en 2004, avec l'invitation du président syrien Bachar el-Assad à visiter la Turquie. En 2004, la Syrie était un pays relativement isolé sur la scène internationale. La stratégie de la diplomatie turque était d'aider des pays comme la Syrie à obtenir une reconnaissance internationale. De fait, la Turquie serait devenue un partenaire diplomatique incontournable pour les pays arabes cherchant à établir de bonnes relations avec les pays européens. Même si cette stratégie fut un échec, la Turquie a continué de se rapprocher de plus en plus économiquement et politiquement avec les pays du Moyen-Orient, notamment avec la montée d'une classe politique européenne opposée à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Les conséquences d'une politique étrangère turque de plus en plus active au Moyen-Orient et en Asie centrale a contribué à hériter les puissances régionales habituellement impliquées dans la région, notamment l'Arabie Saoudite, l'Iran, mais principalement la Russie. Sur le plan intérieur, l'armée, encore kémaliste, voit d'un très mauvais œil la politique de l'AKP. De plus, en 2005, Erdogan étend l'article 301 de la loi turque qui interdit toute insulte envers l'identité nationale turque. Une copie d'un article de loi qui existait en Italie fasciste. Globalement, c'est un article similaire aux lois d'interdiction de l'incitation à la haine qu'il existe dans les pays d'Europe et qui, par leur nature subjective et floue, permettent de museler toute opposition. Mais Erdogan a étendu cette loi de telle manière à ce que critiquer la politique étrangère du gouvernement puisse être passible de poursuites judiciaires. En 2007, le journaliste turco-arménien Arndt Dink est assassiné. Sa mort entraîne d'importantes manifestations, révélant les importantes divisions ethniques, politiques et religieuses de la société turque, qu'Erdogan a lui-même contribué à libérer en rompant avec le kémalisme. Les politiques économiques entreprises par l'AKP ont permis une croissance de l'économie, mais seule une fraction de la population turque a bénéficié de cette croissance. Principalement, les banquiers et les propriétaires des entreprises de construction mandatés pour les projets d'infrastructure, la classe conservatrice bourgeoise politiquement liée à l'AKP. En 2002, 10% des personnes les plus riches possèdent 67% des richesses du pays. En 2020, ces 10% possèdent 81% des richesses du pays. Une des politiques favorites d'Erdogan est la construction de gigantesques centres commerciaux à travers le pays. Et bien entendu, les personnes mandatées pour la construction de ces centres se sont enrichies. Bien que le pays soit devenu plus riche, la population, dans sa majorité, ne s'est pas enrichie. Ce qui amène inévitablement à des conflits sociaux. De 2007 à 2012, le nombre de gens poursuivis pour des activités dissidentes a considérablement augmenté, à commencer par des officiers de l'armée, mais également des journalistes. Durant cette période, Erdogan s'est également éloigné de ses anciens alliés modérés pour se rapprocher des milieux islamistes, un changement de politique qui se traduit par des mesures comme une forte augmentation des taxes sur l'alcool. Ces meetings ont commencé à observer une séparation entre les hommes et les femmes, et les prêches des vertus islamiques est devenue de plus en plus fréquente dans ses allocutions. Cependant, les populations urbaines qui ont grandi dans la Turquie d'Erdogan ont plus en commun avec les jeunesses occidentales libérales, que leurs parents ou grands-parents alignés sur des valeurs islamiques. Une montée des divisions politiques qui se traduit par une montée de l'opposition face au gouvernement Erdogan. Et s'il y a une chose qu'Erdogan déteste, c'est l'opposition. En 2013, plusieurs ministres et fonctionnaires sont arrêtés dans le cadre d'une vaste campagne d'anticorruption. En Turquie, le scandale de corruption qui éclabousse le gouvernement ainsi que les milieux d'affaires continue de prendre de l'ampleur. Parmi les personnes placées en garde à vue figurent le PDG de la banque publique Halk Bankasi, Süleyman Aslan, ainsi que les fils de 3 ministres en exercice. Tous sont suspectés de trafic d'influence, de corruption et de blanchiment d'argent. En réponse à cette attaque contre son autorité, Erdogan fait licencier le chef de la police d'Istanbul, ainsi qu'une grande partie des officiers de police de la ville. Le procureur qui a lancé les procédures anticorruption est lui-même arrêté. Il sera relâché plus tard, mais l'image d'Erdogan est profondément érodée. Toujours en 2013, la police disperse brutalement quelques manifestants qui s'opposaient à ce qu'un parc soit transformé en un énième centre commercial. Cet événement déclenche des émeutes massives dans plusieurs villes de Turquie pendant des mois. C'est à ce moment que la politique d'Erdogan va changer de manière de plus en plus marquée. Au niveau intérieur, les manifestations et mouvements d'opposition seront de plus en plus réprimés.
Au niveau extérieur, celui-ci va rallumer les tensions avec les pays voisins, notamment l'Arménie. La Turquie est un pays profondément divisé entre une partie de la population libérale, laïque et alignée sur le mode de vie européen, et une population conservatrice islamique, alignée sur le Moyen-Orient, population qui paradoxalement méprise les Arabes. À ses débuts, Erdogan avait tenté une politique de réconciliation entre les deux forces. Après 2013, cette approche est abandonnée. En 2016, avec la dégradation continuelle de la situation, une partie de l'armée y voit une opportunité et tente un coup d'État. Le coup est un échec. Non seulement le coup est mal préparé et Erdogan arrive à s'enfuir, mais en plus une partie de l'armée s'oppose aux putschistes. La population civile, quant à elle, est lassée de vivre dans un pays où la menace d'un coup d'État militaire est toujours présente. C'est pourquoi une partie de la population s'est soulevée afin d'empêcher les putschistes de mener à bien leur coup. Les purges qui ont suivi le coup manqué sont sévères. Des milliers d'officiers, de journalistes, de politiciens et d'intellectuels sont emprisonnés. Le climat politique qui s'installe après la tentative de coup d'État peut permettre à Erdogan d'opérer une réforme politique majeure. La République turque était un régime parlementaire sur le modèle allemand et anglais, avec un gouvernement issu du Parlement et un Premier ministre fort. La présidence étant principalement honorifique et protocolaire. Dans l'année qui suivit la tentative de coup d'État, un référendum fut tenu afin de changer la constitution pour mettre en place un régime présidentiel, avec Erdogan dans le rôle de président bien entendu. Pour beaucoup, ce changement de régime est vu comme un passage à la dictature, car avec une opposition réprimée et affaiblie, Erdogan peut potentiellement être réélu à vie. Cependant, il faut savoir qu'un régime présidentiel a pour effet de personnaliser le pouvoir. De fait, les succès ou échecs politiques et économiques sont imputés à la personne du président. Au cours des dernières années, la popularité d'Erdogan et son parti, l'AKP, a chuté. Ce qui est non sans ironie. Il n'a jamais été aussi puissant, mais jamais aussi été impopulaire. Non seulement Erdogan doit maintenant faire face à l'opposition grandissante des libéraux, des classes urbaines laïques, des kémalistes, des minorités ethniques, mais également son électorat rural traditionnel, qui considère que les promesses d'amélioration des conditions de vie n'ont pas été tenues. En 2019, l'AKP connaît une des pires défaites électorales de son histoire. Istanbul, ville d'origine du président Erdogan et bastion traditionnel de l'AKP, est perdue. Furieux, Erdogan décide de réorganiser des élections, prétextant des fraudes. S'il y a bien une chose qui irrite les électeurs, c'est de devoir refaire des élections parce que le résultat ne plaît pas au pouvoir. La défaite est encore plus cuisante que la précédente. Quoi qu'il en soit, l'AKP conserve un large électorat, en particulier dans le centre du pays. La Turquie se trouve à la frontière entre les Balkans et le Moyen-Orient, des régions que la Turquie a naturellement dominées. Ces 20 dernières années ont vu une augmentation des investissements turcs dans les Balkans. Bien que pour des raisons historiques les pays balkaniques soient hostiles à la Turquie, les Balkans sont néanmoins une région traditionnellement isolée des centres économiques européens. Cette influence économique turque est mal vue par les pays européens. C'est pourquoi des efforts ont été faits pour intégrer davantage les Balkans à l'économie européenne. L'Autriche a construit une voie de chemin de fer reliant Bucarest à Vienne. Le constructeur automobile roumain Dacia a été racheté par l'entreprise française Renault, la raison pour laquelle on peut voir si souvent des voitures Dacia à travers l'Union européenne est le résultat d'une tentative de la France d'intégrer la Roumanie davantage dans l'économie européenne. Mais c'est surtout dans le sud que la Turquie va se concentrer. Traditionnellement, les Arabes, tout comme les Balkaniques, voient les Turcs comme d'anciens envahisseurs et oppresseurs. De leur côté, les Turcs voient les Arabes comme des créatures arriérées, superstitieuses et figées dans le passé. Mais avec la montée de l'islamisme et des sentiments religieux, une volonté de se lier davantage culturellement et politiquement au Moyen-Orient est apparue. Durant ces dernières années, la Turquie a de plus en plus tenté d'être un État protecteur des musulmans, en essayant de faire pression sur des pays comme l'Inde, la Chine, Myanmar et Israël pour leur traitement des populations musulmanes, ainsi que les pays de l'Union européenne et la Russie pour leur prétendue islamophobie. Cette politique connaît un certain succès et a vu une augmentation de la popularité de la Turquie auprès des populations musulmanes, en particulier dans les pays où les musulmans sont minoritaires. C'est un moyen facile pour la Turquie d'accroître son influence sur la scène internationale, et un moyen de montrer aux Européens qu'après des années à tenter de rejoindre l'Union européenne, elle n'a finalement pas besoin de l'UE. De plus, la Turquie est en compétition avec l'Inde et la Russie pour une sphère d'influence en Asie centrale, des régions traditionnellement musulmanes et turcophones. Dans le cas d'Israël, après avoir été un allié traditionnel de la Turquie, le pays a commencé à signer des accords de coopération militaire avec la Grèce, ennemi traditionnel de la Turquie.
De manière générale, la défense des musulmans est corrélée aux intérêts économiques et stratégiques turcs. Actuellement, la politique au Moyen-Orient est dominée par la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les deux pays se livrant des guerres par procuration au travers de divers groupes armés. Dans cette situation, la Turquie fait figure de troisième voie, tissant tranquillement des liens diplomatiques et économiques avec les pays de la région. Cependant, le statu quo a été rompu quand Erdogan a pris la décision d'occuper militairement le nord de la Syrie, principalement pour éliminer les groupes armés kurdes, mais également dans une démonstration de force. L'occupation est une proclamation que la Turquie est à nouveau présente dans la région comme puissance militaire, d'autant plus que la Turquie est un des rares pays de la région à posséder une armée qui se respecte. Au fur et à mesure que la Turquie d'Erdogan étend son pouvoir et influence au Moyen-Orient, celle-ci rentre en opposition avec un ancien ennemi. Inévitablement, une politique ottomane rentre en conflit avec une politique russe. La Russie a protégé la Syrie contre la Turquie, financé des groupes armés en Libye, opposé à des groupes armés pro-turcs, soutenu l'Iran, et saboté les tentatives de rapprochement entre l'Égypte et la Turquie. Officiellement, la Russie et la Turquie ont signé une alliance. Car même si la Russie et la Turquie s'affrontent pour créer des sphères d'influence au Moyen-Orient, aucun des deux n'a envie que des puissances intérieures ou extérieures jouent l'un contre l'autre pour mettre à mal leurs projets. L'idée d'intervention militaire extérieure est une question qui divise profondément les Turcs. Ça fait un siècle que le pays ne s'est pas engagé dans des conflits militaires, à l'exception d'une intervention à Chypre en 1974. Le pays a connu des émeutes et même des rixes dans le Parlement sur cette question. Même si Erdogan est éjecté du pouvoir, la question de l'impérialisme turc a de fortes chances de continuer à se poser. Est-ce que la période kémaliste est définitivement terminée, avec une Turquie renouant avec son passé ottoman? Ou bien est-ce que c'est une tentative d'un homme cherchant à faire revivre un passé disparu?